C'est une piscine municipale dans un quartier près du fleuve. C'est le début de l'été. La chaleur est doucement en marche vers la canicule et une cinquantaine de corps nagent dans le grand bassin extérieur. Ils nagent. Déploient une énergie qui pourrait faire fonctionner plusieurs centrales. Se font parfois doubler, bousculer par des bolides qui crawlent sans humour, à la poursuite de quoi, personne ne peut le savoir. Mais chacun nage, vaille que vaille, comme il peut, le long des lignes, à son rythme, emporté dans ce flot multiple, fait de pensées, de ressassements, de bouts de discussion coincés entre les dents, de souvenirs, de névroses, d'obsessions et d'oublis. Crawl, brasse, papillon, dos crawlé, natation géorgienne, brasse indienne, nage du chien, dauphin, apnée. Le ciel se reflète dans le bassin. À moins que ce ne soit l'inverse. La piscine se reflète dans le ciel avec tous les nageurs qui flottent au milieu des nuages. Sous le regard attentif ou endormi, impossible de savoir précisément à cause des lunettes noires. Sous le regard énigmatique du gros maître nageur, perché en haut de sa chaise de 3 mètres. Ils nagent. Ce qu'ils ont en commun reste mystérieux. Ce rectangle de béton rempli d'eau chlorée, cette ville où ils sont, ce pays problématique, cette époque exténuée d'elle-même qui hésite toutes les 3 secondes à appuyer sur le bouton stop. 32 degrés Celsius. La caissière, à l'entrée de la piscine municipale, fait des mots croisés derrière sa vitre. Ce qui est inconnu en 4 lettres, ce qui détruit et apaise en 7 lettres, une bataille perdue en 8 lettres. Elle est là, regarde les nageurs aller et venir, aussi discrète que si elle n'existait pas. Et elle rêve d'étreintes sauvages et dévoratrices, de jouissances foudroyantes dans les vestiaires. S'imagine que la piscine déborde et se confond avec le fleuve, et qu'ils dérivent ainsi emmêlés, elle et le gros maître nageur. Elle et la cinquantaine de corps arrachés subitement à la somnolence de la vie quotidienne, et qu'ils s'éloignent ainsi, peau contre peau, bouche contre bouche, pour rejoindre le large et plus loin encore, plus bas, là où s'allument les premières étoiles. Et il y a quelque chose qui se coince dans sa gorge. Le soupçon d'une vie autre et féroce et seconde et hors du temps. 33 degrés Celsius. La cinquantaine de téléphones en mode silencieux vibreur laissés dans les casiers continue de recevoir messages, notifications, textos, comme à la recherche désespérée d'interlocuteurs. Ta mère ne se sent pas bien, rappelle. J'ai adoré notre nuit. Un homme circule dans la ville en criant ton nom. Fais passer ce message uniquement aux gens de confiance sans leur demander de faire tourner. On est au courant d'une attaque massive à la fac par des fachos dans la nuit de vendredi à samedi. Ils sont une 60aine pour l'instant. Faut ramener du monde, beaucoup. Ils viennent avec des barres de fer. J'ai une arme sur moi, mon amour. Je vais la prendre, la plaquer contre ma tempe. Je vais tirer si tu ne me rappelles pas. J'attends. Je suis seule. Je vais tirer, Miguel. Je te jure que c'est vrai. Rappelle-moi. 34 degrés Celsius. Et la caissière regarde par la grande baie vitrée le bassin extérieur. Le grand maître nageur sous ses lunettes noires. Les nageurs poursuivent leur odyssée. Elle les regarde aller et venir, accélérer, reprendre leur souffle précis, régulier, les muscles scintillant dans l'eau, les corps sublimes dans la transparence aquatique. Qui est le plus riche? C'est une question qui flotte là en permanence sous son crâne. Qui est le plus Et riche? elle pense à ses amis et à l'argent qu'ils lui doivent, à cet argent qu'on ne lui a pas rendu, à tout cet argent qu'elle a prêté au fil des années, 10 euros par-ci, 5 euros par-là, 30,50 €, à tout cet argent dépanné parce qu'elle est trop généreuse, trop gentille, et qu'elle a le cœur sur la main et qu'elle ne compte pas. Et elle pense à ses amis qui dérivent aujourd'hui dans la ville avec qui 30, 50 € qu'ils lui doivent, et à son amie Christine, qu'elle a rencontrée il y a quelques années de ça. Christine est une sorte de vampire sincère. Elle vampirise tout autour d'elle, mais sincèrement, sans penser à mal, sans même s'en rendre compte. Je l'ai faite entrer dans ma vie. Elle venait d'arriver dans cette ville. Elle m'a dit « Je veux tout connaître ». Je lui présente quelqu'un. Et au bout d'1 mois, elle passe ses soirées avec cette personne et la vampirise. Christine procède ainsi. Elle devient amie avec tes amis, et avec les amis de tes amis, et leurs amis, et les vampirise, et c'est elle qui finit ensuite par t'inviter dans son cercle. La beauté de Christine, le charisme de Christine, le sex-appeal de Christine, l'humour de Christine. Elle vient souvent chez moi pour me parler.
Elle débarque parle sans s'arrêter pendant des heures et ne me pose aucune question. Souvent, j'imagine, pour m'amuser, avec un peu d'amertume, le temps qui reste, avant qu'elle se décide à me poser une question. Dans 10 minutes, après cette anecdote, peut-être va-t-elle s'informer de ma santé, m'interroger sur mon néant affectif, sur mon nouveau chemisier, ou sur l'angoisse qui me prend à la gorge chaque dimanche soir à la perspective d'une nouvelle semaine vide et creuse à la piscine municipale. Mais ce sont des monologues d'une heure ou deux sur les hommes, sur ses difficultés de cœur, sur sa vie sexuelle, jamais simple, jamais complètement satisfaisante, et leur passe. Ouh là là! Ouh là là! Dit-elle parfois dans des accès surprenants de lucidité. Je fais de vrais monologues, ouh là là! Mais elle continue, Christine. Il faut qu'elle parle d'elle au moins 2 à 3 heures par jour pour ne pas devenir folle, pour ne pas sentir le néant tout autour, l'inconsistance la dévaster, la terreur l'envahir face à l'absence de réponse. Et moi, je reste là à l'écouter, des soirées entières, des nuits, à toujours passer au second plan, à jouer le rôle de la confidente. Son téléphone sonne, oulala, mais j'ai beaucoup parlé. Elle prend ses affaires et sort de chez moi sans m'avoir posé de questions. Et je reste seule avec pourtant le sentiment d'avoir été utile dans l'angoisse vertigineuse des dimanches soirs. 35 degrés Celsius. Ta mère est au plus mal à cause de la chaleur, on l'emmène aux urgences. Bonjour à tous, samedi c'est mon anniversaire et on vous invite dès 19h30 à venir boire un verre à la maison pour fêter ça. Pas de problème pour héberger ce soir. Réunion d'organes pour action contre la gauchiasse et les PD au local à 18h. Je vais raccrocher, me tuer mon amour. L'arme est posée devant moi, ce sera mon dernier message, rappelle-moi. Je ne sais plus comment faire, comment rejoindre simplement le jour qui vient. Montre-moi quelque chose, une force, une puissance. Autre chose qu'un espoir ou que des médicaments parfaitement dosés pour continuer à vivre ici et maintenant dans la société des hommes et des femmes du XXIe siècle, pouvoir les regarder dans les yeux et ne pas entendre toujours la petite machine du cerveau tourner sur elle-même. Rappelle-moi, Mickaël. Je vais me tuer dans quelques minutes si tu me laisses. J'attends que tu me rappelles. Encore quelques heures et puis je ferai le feu. 36 degrés Celsius. Il est 11h40. Et Mickaël, un architecte, entre dans le hall de la piscine municipale. Un sac noir dans les mains. Bonjour. Une entrée, s'il vous plaît. Tarif particulier? Non, Vous habitez cette ville? plus depuis longtemps. Et Mickaël paie le plein tarif. Il ne vit plus dans cette ville, alors il paie le prix de l'éloignement. Il rejoint les vestiaires, se déshabille dans une cabine, plie ses affaires, les dépose dans un casier. C'est une histoire simple et commune. Un architecte revient dans la ville où il a vécu enfant, pour le travail et pour l'amour. Pour un travail qui commence et pour un amour incertain. Il avance sur le carrelage humide, prend une douche, sort, s'approche du bassin, salue le gros maître nageur. Des hommes sont allongés près du bassin extérieur. Des hommes avec lesquels je n'évoquerai jamais mes préférences sexuelles, ni ma fatigue de la virilité, ni le fait de devoir toujours indiquer qui est le dominant et qui est le dominé. Des hommes à qui je ne dirai pas que je n'ai jamais aimé voir le sang jaillir, que je ne ressens aucun plaisir à voir un nez ou une arcade s'écraser sous les poings, ni sentir le cartilage qui se brise sous l'attaque. Des hommes avec qui je ne parlerai ni de démocratie, ni de révolution, à qui je ne dirai pas que je rêve d'une époque sans eux, d'une époque libérée de leur présence lourde et agressive, et que cette époque commence maintenant. Maintenant. Ce qui est inconnu en 4 lettres, ce qui détruit et apaise en 7 lettres, une bataille perdue en 8 lettres. Des nuages commencent à s'amonceler dans le ciel. OVNI, La canicule avance irrémédiablement. héroïne, Et la caissière inscrit en 8 lettres le nom d'une bataille perdue quelque part. Je m'approche de l'eau. Je sens mon cœur battre. La sueur coule sur mon front. Et je vois soudain des meutes tout autour du bassin. De grands fauves vont et viennent sous le soleil nonchalamment, sortent de l'eau, regagnent les vestiaires. Des femmes jaguars, des hyènes avachis à l'ombre des plongeoires, des hommes pumas, yeux mi-clos sur le béton blanc. Et c'est comme s'ils étaient tous prêts à bondir, avides que quelque chose éclate enfin et que le sang ruisselle.
Animaux prédateurs attendant le signal grégaire du carnage, et je sens alors qu'il faut que je parte. Et l'architecte plonge pour effacer les visions. Quelques secondes passent. Tout est calme, suspendu. De l'autre côté du bassin, le gros maître nageur est descendu de sa chaise, discute avec des gens. Et l'architecte refait surface. Et il y a une douleur soudaine qui me ravage la poitrine. Une douleur qui part et qui revient, et mon bras s'immobilise. Un nuage obscur se fait devant mes yeux dans le plein soleil de la matinée, comme un rideau de sang. Et dans son malaise cardiaque, c'est comme si d'un coup une force l'attrapait subitement, le tirait vers le fond. Et l'architecte se débat. La ville bruise dans ses tempes, tourbillonne dans ses yeux. Il coule. Les autres nageurs passent près de lui comme des bolides. Et l'architecte ne peut plus empêcher son corps de chercher désespérément de l'air, sa bouche de s'ouvrir. Et l'eau pénètre dans ses poumons. Et je vois une ville immense sous le ciel, des tout immeubles près de grands stades. Et les immeubles se mettent à trembler soudain, comme mon propre corps tremble, ravagé par l'eau, comme la ville que je vois leur passer devant mes yeux. Je sens le séisme dévaster mon corps, et je me laisse glisser dans la ville sismique. Mickaël, c'est moi, c'est Christine. L'arme est désormais plaquée contre ma tempe, ce sera mon dernier message. Je vais tirer pour de bon et ma tête sera comme un cheval de bois expulsé d'un coup du manège. De ce manège stupide où tournent des ours, des pandas en plastique, des carrosses de princesses et des petites voitures de sport conduites par des enfants un peu inquiets, un peu tristes et angoissés par le burn-out quotidien de leurs parents. Des enfants qui ne savent pas s'ils aiment vraiment être dans ce manège. Tous ces enfants qui mangent de la merde, qui ne devraient plus rien manger. Nous ne devrions plus rien donner à manger aux enfants, il ne faut plus que les enfants mangent. Tout est toxique, pollué, nocif, dangereux. Tout est trop rempli de lipides, de glucides, de gluten, de lactose, de colorants, de conservateurs, d'édulcorants, de sucre. Tout est perdu, mon amour, rappelle-moi. Voici 3 heures que je vais me suicider, tu vas me laisser appuyer sur la gâchette. Ce sera de ta faute. Ma tête sera ce cheval de bois qui entrera chez toi par la fenêtre, qui flottera ainsi dans ta chambre à quelques mètres du sol, qui te regardera en silence chaque nuit de ta vie, chaque nuit quand tu seras avec tes putes, toujours là au-dessus de ton lit alors que tu baiseras tes salopes. Je vais tirer, je te jure. Donne-moi une seule bonne raison de ne pas le faire. Je te laisse 10 minutes. C'est une piscine municipale, dans un quartier près du fleuve. C'est le début de l'été. La chaleur est doucement en marche vers la canicule, et un architecte fait un malaise cardiaque et se noie sans que personne ne s'en aperçoive. La caissière, à l'accueil, termine ses mots croisés derrière sa vitre, dans la chaleur moite. Et elle rêve d'un monde plus sauvage, plus inattendu. D'étreintes fulgurantes dans les vestiaires, dans les cabines fermées, avec 2 inconnus magnifiques, avec un amour qui la dévaste, avec des amants et des amantes par dizaines, et qu'ils s'en mêlent ainsi à l'heure de la fermeture, qu'ils s'emboîtent contre les murs, fesses, cuisses, cul, langue, sexe, se fracassent, s'entredévorent à la recherche obstinée d'une issue. Et dans l'imaginaire à 156 degrés Celsius de la caissière, les mains imaginaires se multiplient par 100. Et la langue imaginaire du gros maître nageur parcourt son corps insatiable. Lui qui parle toujours près du bassin avec des hommes alors qu'il l'apprend sans le savoir, qu'elle jouit sans qu'il ne le sache, qu'il s'arrache des morceaux de peau jubilant dans des cris de joie et d'amour sans qu'il ne s'en doute. Quelqu'un vient de faire un malaise. Et elle pense à la porte de chez elle qu'elle va ouvrir ce soir, aux meubles qui n'auront pas bougé, à l'odeur de renfermé, à cette étreinte froide avec son nom. Le gros maître nageur regarde le bassin et voit le corps de l'architecte immobile flotter à la surface. Il plonge, sort de l'eau, colle sa bouche contre sa bouche, inspire et propulse de l'air dans le corps. Il appuie sur sa poitrine, puis souffle de nouveau, inspire, souffle, appuie, inspire, souffle encore. Et quelque chose de faible. Un battement semble repartir dans le corps de l'architecte. Au loin, les premières sirènes d'ambulance retentissent et la caissière sort discrètement une arme tout à fait réelle de dessous son bureau, se lève, quitte son poste, marche vers les vestiaires, s'enferme dans une cabine et sans un mot, la plaque contre sa tempe. Il faudra que tu vives avec ça, fils de pute, m'avoir abandonné ainsi comme une pauvre petite chose méprisable. Tu me méprises. Je vais tirer, je te jure, et je viendrai ensuite te hanter pendant tout le reste de ta saloperie. C'était Christine. Adieu, rappelle-moi. Et alors que dans un autre coin de la ville,
Christine raccroche une énième fois, regarde par la fenêtre, s'impatiente, fume, maudit cet enfoiré absent comme les autres, se demandant vaguement comment elle pourrait peut-être se procurer une arme dans les jours à venir. La caissière, dans une cabine fermée de la piscine municipale, sans un mot, appuie sur la détente. Mais à la millième de fraction de seconde avant que la balle ne parte. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Au moment où son doigt se crispe sur la gâchette. Est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Un léger doute, une brise. Peut-être encore 5 minutes. Une impulsion électrique fait des pieds de canon de quelques millimètres. Un geste quasi imperceptible qui n'empêche pas le crâne d'exploser. Mais qui dévie la trajectoire de la balle suffisamment pour ne pas la tuer d'un coup. Et qu'elle plonge elle aussi dans un coma profond. 40 degrés Celsius. Quelque chose en moi s'est laissé entraîner au fond de la piscine. Et c'est comme si l'eau à l'intérieur de moi et celle à l'extérieur n'étaient plus séparées. Il n'y a plus de souffrance. Et alors que mon corps, sur le carrelage de la piscine municipale, est hissé sur une civière, embarqué dans une ambulance, transporté dans un hôpital, je vois des parois d'immeubles effondrées aux abords des routes, des appartements vétustes, toute une ville brisée jusqu'au bord de l'horizon. Cette ville brisée est scandale. Alors que mon corps glisse entre les portes des urgences de l'hôpital vers le service de réanimation, où ils ne vont pas mettre longtemps à prononcer le mot coma. Finalement, je n'ai pas appuyé sur la gâchette, mon amour, j'ai changé d'avis. Je voudrais d'abord pouvoir te casser la gueule. Je suis devant chez toi, j'ai ramené des explosifs. Je vais faire sauter ta porte et puis te péter la gueule. Voilà, c'était juste pour te dire ça, Michelito. Bisous. Bataille perdue, rêve déchu, détruire, apaise. Bataille perdue, rêve déchu, détruire, apaise. Un homme s'est noyé, le bassin est rouge sang, tous les conflits, toutes les pestes s'y déversent. Une femme a tenté de se tuer dans les couloirs humides où des bactéries mutent de microscopiques épidémies catastrophiques. Alors il chante son spleen à la piscine, dans les vestiaires, en sueur, le gros maître nageur. Il chante son spleen à la piscine, dans les vestiaires, en sueur, le gros maître nageur.
sa tristesse est profonde. Toutes les villes fondent sous les canicules toxiques de ce siècle cataleptique. Un homme s'est noyé, une femme a tenté de se tuer, et lui n'a rien vu, n'a rien fait. Il chante son spleen à la piscine, dans les vestiaires en sueur, le gros maître nageur. Il chante son spleen à la piscine. Maintenant, il y a 2 corps dans 2 blocs opératoires de cet hôpital près du fleuve, à quelques centaines de mètres de la piscine municipale. 2 ambulances les ont conduits au service de réanimation. C'est un espace très clair. Des gens vont et viennent, se précipitent, on entend des machines, des appareils électroniques résonnent dans de longs couloirs, des pas, des éclats de voix, des échos. C'est un espace réel, violemment réel, entre vie et mort, dans une ville qui tient encore debout, qui n'a pas été détruite par un séisme. Ce sont 2 corps dans 2 blocs séparés par une paroi assez fine. Ils ne se connaissent pas, ils ne s'étaient jamais vus avant ce jour à 11h40 à l'entrée de la piscine municipale. Bonjour. Une entrée, s'il vous plaît. Tarif particulier? Non. Vous habitez cette ville? Plus depuis longtemps. Ils auraient pu se dire autre chose, ils auraient pu prendre le temps. Vous alliez me dire quelque chose? Non. Vous alliez me dire bonjour? Je pensais vous l'avoir dit. Non. Ils auraient pu avoir l'impression que la situation était insatisfaisante, qu'il y avait autre chose à vivre. Pas forcément la drague, pas forcément la baise, pas forcément l'amour. Simplement quelque chose de plus que la possibilité d'un tarif réduit. Bonjour. Bonjour. Une entrée, s'il vous plaît. Tarif particulier? Non. Vous habitez cette ville? Plus depuis longtemps. Et vous? Depuis toujours. Vous n'êtes jamais parti? Non. Pourquoi? Les circonstances de la vie. L'argent? L'argent et la peur. Et Michael s'enfonce dans les profondeurs du coma, comme on s'enfonce dans une terre chaude et calme, secrète, obscure et silencieuse. Dans le bloc opératoire se relaient soignants, infirmiers et médecins. Ils ouvrent le sternum. Et son cœur apparaît là, battant, comme un animal effrayé, et quelqu'un y plonge la main. Pourquoi s'est-il arrêté subitement? Pourquoi s'est-il arrêté subitement? Pourquoi s'est-il arrêté subitement? Pourquoi s'est-il arrêté subitement? Je suis jeune encore! Je ne suis pas un vieillard! Mon cœur devait tenir le choc! Battre encore! Et encore battre! 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 Je les regarde autour de mon corps inanimé. Je regarde les pompes, la ventilation, mon visage endormi profondément, ma poitrine ouverte. C'est une chose étrange qu'un cœur. Ce battement régulier qui jamais ne s'arrête jusqu'au moment où il s'interrompt sans crier gare. Une journée n'importe laquelle. Comme celle-ci, caniculaire. Mon cœur. Je sors du bloc opératoire. Une femme est là dans le couloir. Elle s'essuie le sang qui coule du trou qu'elle porte élégamment à la tête. Désolée, ce n'est pas très propre, ça n'arrête pas de couler. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis tirée dessus dans le vestiaire de la piscine municipale. Vous êtes morte? Pas totalement, pas encore. Au dernier moment, j'ai hésité, mais c'était trop tard. Et toi? Moi? Comment tu t'appelles? Mickaël? Tu étais à la piscine municipale. Comment vous le savez? Je t'ai vu arriver. Je me souviens pas de vous. Vraiment. J'ai eu un problème au cœur. Je me suis noyé. Les gens comme toi entrent, paient, nagent et ne font jamais attention à moi.
Les gens comme Ils moi. font jamais attention à rien. Ça veut dire quoi, les gens comme moi? Les gens de certains quartiers qui ne disent pas bonjour aux caissières des piscines municipales. Je pensais vous l'avoir dit. Non. C'est toi qu'ils sont en train d'opérer dans ce bloc? Oui. Tu voudrais qu'on s'occupe parfaitement de ton cœur, que l'on y consacre l'attention que toi tu ne consacres jamais à personne. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Rien. Alors pourquoi vous le dites? Par pure méchanceté. Et vous? C'est à la tête qu'on vous opère. T'as tout compris. C'est sans espoir? Ce n'est pas une question d'espoir, De quoi alors? de technique. Recomposer les morceaux, rebrancher les fils perdus. Il faut que je me lave, que je nettoie tout ce sang. Comment vous vous appelez? Tu vas continuer à me vous voyer longtemps comme ça? Comment tu t'appelles? Everybody. C'est ton prénom? Celui que je me donne à partir de maintenant. Mais dans la vraie vie. Laquelle? La vraie vie. C'est quoi ton prénom? Je ne veux plus le savoir. Ils sont là, assis l'un à côté de l'autre, dans les couloirs de cet hôpital près du fleuve. Les minutes passent. Et au bout du couloir, une ombre apparaît soudain, forme mouvante et rapide dans l'obscurité. Et c'est un lion qui s'avance nonchalamment dans les couloirs blancs et aseptisés de l'hôpital, comme si tout était normal, comme si c'était sa place, depuis toujours. Il s'avance, passe à côté d'eux, majestueux et sublime. Arrive au niveau de la porte du bloc, entre. Des chirurgiens sont plongés dans le cœur de l'architecte. Le lion s'approche, prend son élan, bondit sur la table d'opération où repose le corps de Mickaël, plonge sa gueule dans la poitrine ouverte, là où palpite le cœur, l'arrache et s'enfuit, le cœur de l'architecte ruisselant entre les dents. Mon cœur! C'est mon cœur qui l'a arraché! Et Mickaël se met à courir derrière l'animal et disparaît dans les couloirs. Everybody le suit. Le sang coule toujours du trou qu'elle porte élégamment à la tête. Il faut vraiment que je me lave. Elle emprunte à son tour les escaliers de service. Arrive dans le hall de l'hôpital. L'architecte est là. Il se retrouve, s'avance vers la sortie. Les portes coulissantes s'ouvrent. Et devant eux, apparaît une ville détruite jusqu'au bord de l'horizon. Olivier, Alexandre,
J'ai oublié mon nom. Je sais plus qui je suis. Je me suis réveillé dans les décombres d'un immeuble détruit par le séisme. Je marche depuis des jours et des jours dans cette ville brisée. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Un propriétaire habitait avec sa femme et ses enfants dans une belle et élégante maison de la proche banlieue. Il y vivait protégé de tous ces gens qui crèvent de faim, qui chavirent, qui meurent aux frontières. Un jour, ils étaient à table, réunis pour le repas du soir. Ils dînaient tranquillement. Quand deux hommes cagoulés sont entrés avec leurs armes et ont frappé l'homme. Et ont frappé la femme. Ils n'ont pas frappé les enfants, mais ils auraient pu le faire. Ils frappaient pour savoir où se trouvait l'argent. Le propriétaire a réussi à arracher d'un coup l'arme à un des cambrioleurs et a ouvert le feu. Bon, le cambrioleur s'est effondré, touché à la tête, mais l'autre cambrioleur a aussitôt riposté en faisant feu sur le propriétaire qui est tombé à son tour. Peut-être sont-ils tous les deux morts, peut-être sont-ils tous les deux plongés dans un coma profond. Comment savoir? Quand je pense à cette histoire, moi, spontanément, je m'identifie au propriétaire. Je comprends son geste. J'ai de l'empathie pour lui. Peut-être aurait-il mieux valu ne rien faire. Les cambrioleurs auraient pris de l'argent, du matériel et seraient repartis. Mais peut-être qu'ils auraient encore frappé la femme. Peut-être qu'ils l'auraient violée devant les enfants. Peut-être qu'ils auraient pris les enfants en otage. Comment savoir? Spontanément, moi, c'est au propriétaire que je m'identifie. Je ne m'intéresse pas aux cambrioleurs. Je ne réfléchis pas à leur vie, à leur mobile. C'est toujours au propriétaire que je m'identifie. Dans sa belle maison, protégé de cet océan de misère qu'est le monde actuel, avec tous ces gens qui crèvent de faim, qui chavirent et qui meurent aux frontières. Je sais plus qui je suis, alors j'étais peut-être un propriétaire. J'étais peut-être aussi un cambrioleur. Peut-être que j'étais un cambrioleur qui était aussi propriétaire. Ou un propriétaire qui avait cambriolé pour devenir propriétaire. Peut-être que j'étais un propriétaire qui cambrioleur. Un locataire qui n'avait jamais cambriolé personne. Et un locataire qui cambriolait son propriétaire. Un propriétaire qui cambriolait son locataire. Ou un cambrioleur qui cambriolait un propriétaire. Alors ils avancent, Évrybody et l'architecte, dans cette ville brisée, dévastée par un séisme. À une centaine de mètres, le lion s'éloigne le long des avenues. File, S'arrête, repart, bondit, accélère comme s'il les guidait quelque part à travers les décombres. il disparaît. Réapparaît de nouveau, Jaillit. prend la direction de la baie. Nous allons perdre. Derrière eux, des meutes apparaissent. Fauves échappés des eaux, Macaques, jaguars, pumas. comme si les frontières entre les animaux et les humains avaient disparu. Évrybody et l'architecte se mettent à courir, s'enfuient, longent les grandes parois d'immeubles, arrivent à une intersection. Un bus est là, déglingué, immobile contre un trottoir, un homme est assis à l'intérieur. Suivez cet animal! Lequel? Le lion là, avec un cœur entre les dents. Je sais pas conduire. Mon Dieu, on aura tout vécu. Les clés sont sur le tableau de bord. Mickaël démarre le bus, manœuvre, accélère, le bus crache, siffle. Évrybody est assise au fond, elle a posé sa tête contre la paroi du véhicule, le sang coule toujours de sa blessure. Et Mickaël regarde sa poitrine ouverte et il sent quelque chose. Là, encore, une douleur lancinante, la présence physique et obstinée de l'absence. Il faut que je rattrape cet animal! On part en safari? Monsieur, je comprends parfaitement que cela puisse paraître un peu décalé, étrange, je pourrais même dire saugrenu. Mais un lion m'a arraché le cœur et se balade maintenant avec dans cette ville brisée que personne ne connaît. Un lion qui n'a pas l'air pressé de le dévorer et qui semble vouloir nous emmener quelque part. Alors je vous assure, monsieur, qu'au vu de la situation, je suis particulièrement calme, zen et profondément détendu. Mais il faut que je rattrape ce putain d'animal! Mais il est où? Il est où? Il a disparu. Oh merde! Merde! J'en fous partout, désolé. Vous vous êtes tiré une balle dans la tête. Oui, Quel courage. J'aurais jamais osé. je me suis ratée. Pourquoi? Je me suis dit que c'était injuste que ce soit moi qui meure et pas les gens comme lui. J'ai rien à voir avec ton suicide. Je me suis dit qu'il y avait peut-être quelques jours dans un an, quelque chose qui vaudrait la peine de vivre encore. Qu'il y avait peut-être encore des pays où les gens ne sont pas si seuls, où il y a des lois contre la solitude et l'abandon, des pays où l'on dit bonjour aux caissières des piscines municipales. J'ai dit bonjour. Et alors, j'ai eu un doute.
Et à la millième de fraction de seconde, avant que la balle ne parte, le canon a dévié de quelques millimètres. Voilà pourquoi je me retrouve dans cette ville et dans ce bus à discuter avec vous. Vous seriez morte. Je ne serais pas là. Et on se serait jamais rencontrés. Tu n'es pas mon genre. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Je le dis comme ça, à tout hasard, on ne sait jamais. Tu n'es pas du tout mon genre. Vous n'êtes pas du tout son genre. Frédéric, Jérôme, Grégoire, Antoine, Gilles, Abraham. Qu'est-ce qu'il dit encore? J'essaie de retrouver mon nom. Marc, Gabriel, Timothée, êtes-vous? je sais pas. Vous ne savez pas qui vous êtes. J'ai oublié. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Je sais pas. Je me suis réveillé dans les décombres d'un immeuble détruit par le séisme. Il y avait un homme mort à côté de moi, je sais pas qui c'était. Je n'ai pas la moindre idée de ce que j'étais venu faire ici. Je marche depuis des jours et des jours à travers cette ville que je ne connais pas. Je visite des maisons, des bâtiments détruits, à la recherche d'indices sur ma vie d'avant. Je suis monté dans ce bus pour me protéger des bêtes sauvages. C'est tout ce que je peux vous dire. Je sais plus qui je suis, André. Et c'est quoi ce sac? Des photos. Je les ai récupérées dans des maisons abandonnées, des immeubles détruits, des bâtiments. Il y en a des milliers. J'apparais régulièrement sur ces photos, mais ce ne sont jamais les mêmes personnes qui m'entourent. Ce sont toujours des situations différentes, des familles différentes, des enfants différents, des lieux différents, avec des gens dont je ne me souviens pas. Vous ne reconnaissez pas les gens? Non. Ce sont jamais les mêmes. Parfois je suis avec une femme brune, parfois avec une femme rousse, une femme noire, une femme blanche. Parfois je suis avec un homme, parfois je suis tout seul. Je suis souvent un homme, mais sur certaines photos, si vous regardez attentivement... Regardez là par exemple. Là. Vous voyez? Ben, je suis une femme. Je dis je pour faire simple, j'ai plus aucune certitude. Mais regardez celle-là. C'est vous. Mais regardez, mais oui, c'est vous. Et nous sommes ensemble. Faites voir. Ah, on se connaissait. Mais non. Vous ne me reconnaissez pas? Vous vous souvenez pas de moi? Vous savez pas qui je suis? Mais pas du tout. Ah, vous devez savoir comment je m'appelle. C'est forcé. Comment est-ce que je m'appelle? David? Anatole? Emilia? Raphaël? Mais j'en sais rien, j'ai pas vécu ça. Désolé, c'est pas possible, j'ai aucun souvenir d'avoir été à cet endroit. Ce sont les autres vies possibles. Tout ce que j'aurais pu être, mais que pour une raison ou pour une autre, je n'ai pas été. Des milliers de possibilités. Des milliers d'autres vies possibles. Peut-être un propriétaire, peut-être un cambrioleur. Vous connaissez cette histoire? C'est une histoire simple et commune. Un homme se réveille dans les décombres d'un immeuble détruit par le séisme. Il ne se souvient plus qui il est, et il marche dans une ville dévastée à la recherche de son nom. Et ils sont là, dans ce bus, plongés dans les milliers d'images, quand soudain le lion réapparaît au loin, le cœur de l'architecte entre les dents. Everybody redémarre le bus, et il roule. Cette femme et son trou dans la tête, cet architecte à la poursuite de son cœur, et l'homme qui ne sait plus qui il est. Et il roule. Everybody regarde les avenues défiler. Les immenses métros aériens immobiles. Les bâtiments éventrés par la puissance sismique. La ville après le séisme. Des troupeaux d'animaux sauvages surgissent, sublimes et majestueux. Et Everybody ne sait pas encore exactement si la vie est préférable à la mort coincée dans cet état intermédiaire. Si cette ville détruite n'est pas la ville qu'il lui fallait, la ville qu'elle désirait secrètement voir surgir jour après jour dans la chaleur moite de la piscine municipale. Et elle pense aux années qui se sont effondrées juste derrière son épaule, aux inconnus magnifiques, aux étreintes fulgurantes dans les vestiaires, aux fleuves qui enfin débordent et emportent les corps des nageurs, peau contre peau, bouche contre bouche emmêlées jusqu'à la mer. Tout ce que je n'ai pas vécu, tout ce que j'aurais dû vivre, à en étouffer. Ici, nous sommes dans un parc avec des enfants. Ici, c'est vous l'ouvrier dans cette usine. Ici, vous êtes couturière dans une grande maison parisienne. Ici, vous êtes tous les deux dans un jardin avec un petit enfant dans les bras. Ici, nous sommes tous les trois
Dans une foule d'immigrés, les yeux rivés vers l'avenir. Ici, je dors sous un pont alors qu'il fait moins 10 degrés. Ici, je suis un huissier de justice. Avec un collègue, nous nous préparons à saisir les meubles dans un appartement. Et le bus file maintenant, à travers un lacis de petites rues, quartier désolé, volets fermés. Et l'océan apparaît comme une énigme. Grande plage dans le soleil qui s'effondre vers le soir. Des animaux rôdent, superbes, creusent le sol, jouent avec des carcasses, s'emmêlent les pattes dans les algues vertes, meutes innombrables face aux étendues marines. Et le bus s'arrête. Ils sortent du véhicule et sur la jetée, Everybody s'étire, enlève ses affaires tachées de sang, les plie délicatement les unes sur les autres, fixe l'horizon. Ça me rappelle toute une vie oubliée. C'est une histoire simple et commune. Une femme laisse un fleuve dormir en elle pendant de trop longues années et les barrages un jour cèdent. Everybody loves you when you are dead. C'est ce qu'elle a fait tatouer sur sa nuque en lettres capitales de plus en plus petites. Un peu comme chez l'ophtalmo. Les paroles d'une vieille chanson. Voilà pourquoi on l'appelle Everybody. Tout le monde t'aime quand tu es mort. Tout le monde t'aime quand tu n'es plus. Everybody loves you when you're dead. C'est une histoire simple et commune. Un fleuve grandit à l'intérieur d'une femme pendant de trop longues années et les barrages un jour cèdent. Et elle se retrouve une blessure à la tête dans une ville inconnue détruite par un séisme. Il faut que je me lave. Et elle avance sur la plage. Le sang coule toujours de sa tempe trouée. Elle regarde l'océan, les animaux tout autour, calmes et tranquilles. Le vent souffle en provenance du large. Elle écrit « Everybody » sur le sable, attend que l'eau de mer efface, et elle ressent quelque chose. Dissimulé à l'intérieur d'elle-même, quelque chose presque comme de la joie. Et elle entre dans l'océan. Où est-ce que tu vas, Everybody? Dans les possibles, Les possibles. dans les autres vies possibles. Tu veux me dire quelque chose? Non. Si. Je vois bien que tu veux me dire quelque chose. Everybody loves you, everybody wants you, everybody loves you when you're dead. Everybody loves you, everybody wants you, everybody loves you when you're dead. Everybody loves you, everybody wants you, everybody loves you when you're dead. Everybody loves you, everybody wants you, everybody loves you when you're dead. Everybody, I'm wandering in this city, now anything can happen to me. Everybody, I'm going to another country, another store, another body. Everybody loves, everybody wants, everybody hopes, everybody swims, everybody desires, everybody lives, everybody dies, everybody dreams, everybody loves, everybody wants, everybody hopes, everybody swims, everybody desires, everybody loves.
your story? Do you want to share it with me? Everybody, I'm swimming in the sea. Why wouldn't you come with me? Everybody loves you, everybody wants you, everybody hopes you, everybody swims, everybody desires, everybody lives, everybody dies, everybody dreams, everybody loves. Everybody! Maintenant, nous sommes dans ma tête. Nous plongeons profondément dans mon cerveau comme Everybody plonge dans les eaux silencieuses et énigmatiques de l'autre côté du coma. Maintenant, nous plongeons dans l'infini complexe de mes neurones comme les chirurgiens plongent dans l'infini complexe de mon cœur, dans toute la vie emmagasinée dedans, dans les souvenirs, les joies, les peines, tous les instants perdus de l'enfance, toutes ces matinées vides où j'imaginais l'avenir, dans ce qui fait que je dis je, dans ce qui fait que je dis Michael, dans ce qui fait que je suis encore quelqu'un, dans tout ce qui me laisse encore une chance de me réveiller du coma. Loin de cet espace dévasté, loin de cet homme qui ne sait plus qui il est, loin de cet océan où a disparu Everybody. Maintenant, nous continuons à descendre dans les profondeurs de mon cerveau, comme Everybody continue à descendre dans les profondeurs de cet océan mystérieux. Et je vois alors un quartier perdu, un immeuble parmi des centaines d'autres, une fenêtre parmi des milliers. Dans un appartement, une femme s'est barricadée, elle est assise là, ne bouge pas, poing et mâchoire serrés. Des hommes derrière la porte l'appellent. Il faut sortir, madame. Sortez, ne rendez pas la situation plus compliquée. Un enfant est là, assis à l'écart, un petit garçon, je sais que c'est moi. Il dessine sur une feuille alors que sa mère s'est barricadée à l'intérieur et que des huissiers tambourinent contre la porte. Il fallait y penser avant, madame. Que voulez-vous que l'on vous dise? Sortez, vous m'entendez? Sortez immédiatement. Ne nous obligez pas à employer la force. Nous allons mettre en place un plan de surendettement. Je vous demande de bien vouloir évacuer les lieux. Je regarde le dessin de l'enfant. Une ville dévastée par un séisme où toutes les banques sont détruites et où les huissiers meurent tous écrasés sous des tonnes de béton, où des bêtes fabuleuses surgissent des décombres et dévorent les êtres humains. Et l'enfant écrit Escandar, comme une légende. Je m'approche de l'enfant que j'étais. Tu peux me le montrer, s'il te plaît? Et l'enfant me regarde. Tu peux me le donner, s'il te plaît? Et l'enfant me tend le dessin d'Escandar. C'est ça qu'il faudra faire. Détruire, reconstruire, détruire, reconstruire. Détruire, reconstruire. Je regarde le dessin d'Escandar et par la fenêtre de l'appartement, ce quartier perdu qui s'enfonce comme dans un marécage, où je vivais enfant avec ma mère et où on avait laissé les choses se dégrader, pourrir jusqu'aux effondrements. Les deux huissiers entrent dans l'appartement, saisissent les meubles, téléviseurs, chaises, tables, lampes. Et j'ai des images de sang soudain devant les yeux, de couteaux qui entrent dans les ventres, une vengeance terrible, un carnage solennel, un tremblement de terre. Sortez! Sortez! Ne nous obligez pas à employer la force! Je vous demande de bien vouloir évacuer les lieux! Sortez! Disparaissez! 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 Et maintenant, nous pouvons voir les années passées dans mon cerveau comme le sang qui irrigue obstinément. Et les images de tout ce qu'il faudrait reconstruire pour que quelque chose de nouveau surgisse. Je voudrais construire de nouvelles villes, Everybody, où tous et toutes pourraient respirer librement. Je ne peux pas rester ici dans cet état intermédiaire. Il faut que je vive. Il faut que je reprenne le travail. Détruire, reconstruire.
malheur qui partout nous entoure. Je n'ai pas de choix, everybody, il faut que je vive. Et le lion apparaît, là, à une 50aine de mètres, au milieu des meutes, sur la longue étendue de sable dans le crépuscule de la baie. Il s'avance nonchalamment près du va-et-vient des marées, mon cœur entre les dents qu'il dépose sur le sol. Laisse-moi juste un morceau pour qu'il puisse battre encore. Le lion le mordille, le lèche, arrache quelques lambeaux. Je le regarde. Laisse-moi juste un morceau, juste de quoi tenir encore. Alors, le lion pousse avec sa patte un morceau de mon cœur déchiqueté. Je le ramasse. Je regarde l'océan où tu as disparu, everybody. L'homme qui a oublié son nom s'éloigne sur la jetée. Il remonte dans son bus et je remets alors ce qui me reste de cœur à sa place. Là, dans ma poitrine ouverte. Je me réveille à l'hôpital, dans une chambre dans le service de réanimation. Des ombres circulent, je ne vois pas très bien. Je me redresse sur le lit, la douleur revient, il n'y a plus personne. Everybody. Je me lève, je regarde par la fenêtre, tout est calme. Je sors de la chambre, c'est la nuit tout autour. Je me perds dans les couloirs de l'hôpital, je cherche everybody. Everybody. Je cours, j'entre dans les chambres vides, je hurle everybody. Dans le service de réanimation, dans le service des urgences, everybody. Dans cet hôpital réel, dans le réel de ses services engorgés et de ses horaires et de sa fatigue, everybody. Dans les services des grands brûlés, médecine interne, rhumatologie, neurologie, infectiologie, maternité. Des femmes sont allongées, toutes prêtes à faire naître leurs enfants. Et j'écoute les femmes. Les cris des enfants qui naissent dans la grande ville alors que la nuit frappe aux fenêtres de l'hôpital comme si elle voulait tout dévaster, prendre pour de bon la place. Et j'écoute les femmes. Les enfants qui naissent. Toutes les humanités à venir, toutes les autres vies possibles. L'avenir comme un réservoir sans fond. Nous portons les villes à venir. Nous sommes sur la ligne de départ, ouverte, prête à cracher. Dans quelques mois, secondes. Toutes à différents endroits du globe, dans différentes conjonctures. Nous portons la ville qui vient. Nous aurons des fils et des filles, et ils n'auront pas les mêmes intérêts. Se renifleront, se grimperont dessus, s'aimeront, se détruiront, discuteront sur des places, construiront des mondes, négocieront des trêves, réclameront la justice. Nous les cracherons. Dans différentes familles, ils feront leurs entrées. Dans différents contextes socio-économiques, nous les cracherons au jour. Petites matières tendres et comestibles, ils seront là, grandiront dans nos jambes. Nous
portons les guerres à venir sur la ligne de départ. Qui sera le meilleur? Qui le premier? Qui arrivera sur la ligne d'arrivée avant les autres? Qui dominera? Qui se taira? Qui ne sera rien? Qui baissera les yeux toujours s'en mêlera dans le langage? Qui assassinera sans scrupule? Qui possédera les corps des autres? Ceci est à moi. Crache dans une chambre du quartier sud l'enfant guerre numéro 1. Crache dans une chambre l'enfant guerre civile. Crache dans la chambre de l'hôpital l'enfant revanche. Crache dans la chambre l'enfant pogrom, l'enfant sans défense, l'enfant qui résistera, l'enfant fugue, fuite, échappée belle, survie alternative. Crache sur la table d'accouchement l'enfant insurrection armée, foules en armes, grandes chevauchées, cortège de têtes à travers les plaines. Crache l'enfant nouveau monde. Crache l'enfant artisan, constructeur, architecte, barde, poète. Crache l'enfant de la concorde, du bon gouvernement des peuples par eux-mêmes, de la reconstruction, l'enfant douceur, amitié, équité, tendresse, l'enfant nouveau soleil. Et crache l'enfant sans froid, long travail obstiné. Crache l'enfant de la paix perpétuelle. Ici, je suis enfant dans une forêt. Ici, les champs s'étendent à perte de vue. Ici, je suis dans un port. Je regarde les bateaux aller et venir. Ici, je suis dans le désert. J'observe les étoiles dans un télescope géant. Les étoiles s'allument. Je le dis par habitude, elles ne s'allument pas, mais c'est un moyen pour moi de me rassurer. De dire que l'univers est en lien avec moi. Elles sont là, quelque part dans l'infini. Peut-être déjà mortes depuis des millénaires. Comme ma mémoire. Je ne sais plus qui je suis. Je suis peut-être dans le coma. Peut-être déjà mort comme une étoile lointaine. Je vais peut-être me réveiller dans 10, 9, 8, 7, 6. Je suis désolée, je viens d'apprendre pour ta mère. Un homme circule dans la ville en criant ton nom. J'ai adoré notre nuit. Attaque prévue contre le local des fachos à 2h du matin. Ton appartement pue le renfermer, mon amour. Je ne sais pas où tu es parti. Tu as tout laissé en plan. Il y a une fête dans l'immeuble d'en face. Je ne comprends pas pourquoi je n'y suis pas invitée, pourquoi je suis ici et pas là. Je vais y aller, sonner à la porte. Tenter ma chance dans une autre vie. Adieu. Oui, c'est moi. Je sais pas si t'auras mon message. Je voulais juste avoir de tes nouvelles. Je sais pas comment tu vas. J'espère que tu vas te remettre. Depuis les événements, c'est plus vraiment pareil. Tu nous manques à la piscine. Nos discussions me manquent. Je m'ennuie. Je reste des heures assis en haut de cette chaise à attendre que tu reviennes. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. La piscine débordait. Et le fleuve emportait tous les nageurs. Et nous étions, nous aussi, emportés dans les flots, emmêlés. Et nous dérivions jusqu'à la mer et plus loin.